Qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire que d'être un être humain? Allô, Lucy, how are you? I'm sleeping. Je dors, là. Il y a une montagne en face, c'est pas grave. Tasse-la, vas-y. Watinta bafazi, watinti bokoto. Si tu touches à une femme, tu touches à du rock et tu vas mourir. Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co, que nous allons appeler à partir de maintenant Coco. Alors voilà, bienvenue chez Coco. Comme vous le savez, chaque semaine, j'ai la joie et le grand privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant, de par leur vision, leur vécu, leur qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction du continent noir à la rencontre d'un prisme épris de journalisme, d'une femme de la Terre, lucide et contestataire. Passionnée d'arpèges, c'est entre blanche et noire qu'elle prit le risque d'une vie de contre-pouvoir. Loin du fric et de l'ultra-médiatique, c'est d'une plume digne d'Afrique qu'elle voulut se prévaloir. Elle qui s'était éprise d'un grand homme de jet noir, c'est sur cette pierre qu'elle bâtit son fils Camille pour faire valoir un nouveau monde plein d'espoir. Cette semaine, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Lucie Pagé. Bienvenue à vous, Lucie. Merci infiniment. Je suis vraiment très fier de vous accueillir, Lucie. Je vous le dis et je vais vous le dire encore plusieurs fois. Pour moi, vous êtes un petit peu une chronique vivante des débuts de la Nation Noire Arc-en-Ciel et puis une militante du droit de guérir autrement. Alors finalement, je me disais que vous êtes battue toute votre vie contre cette ignorance trop blanche, celle de la peau et puis celle des blouses blanches aussi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, je suis très content de vous accueillir, cette chaîne francophone. Et puis, comme c'est la tradition, je me propose de retracer un peu en quelques mots ce que votre parcours a de beau. Alors, Lucie, vous êtes journaliste, réalisatrice, écrivaine, vous partagez votre vie entre l'Afrique du Sud et puis le Québec depuis les années 90. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Mon Afrique, sorti en 2001, Demain, il sera trop tard, mon fils, en 2014, dont on parlera tout à l'heure, Sex, Pot and Politics en 2018, et puis très récemment, là, il y a quelques temps, là, en février, je crois, 2021, Marie Lumière, votre nouveau roman. Vous êtes né à Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Votre père travaillait dans une base des forces armées canadiennes. Après avoir vécu 8 ans en Ontario et à Manitoba, vous vous installez au Québec à l'âge de 12 ans, en famille, et vous êtes une élève très douée pour les sciences et les mathématiques. Et puis, après le cégep, vous pensez à aller faire des études justement d'enseignante en mathématiques. Entre le cégep et l'université, vous prenez une année et vous partez en Asie. Et cette année aura un peu raison de votre vocation d'enseignante. Et vous vous réorienterez vers le journalisme. Lauréate d'excellence à l'université, vous êtes récompensée d'un stage d'été à Radio-Canada et vous y resterez 30 ans. C'est alors que la vie vous amènera le job de vos rêves, journaliste à l'émission Nord-Sud à Télé-Québec. Votre première mission coïncide avec la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Vous êtes dépêché alors à votre demande pour faire plusieurs documentaires et puis c'est là où vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. Alors, Lucie, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là pour vous? Je crois qu'on est le 27 octobre 1990. Je suis dans un stade à Soweto, le stade Orlando, et c'est le lancement de la Ligue des jeunes de l'ANC. Et il y a un orateur après l'autre qui va parler, puis je suis dans un stade de 50 000 personnes, puis ça danse, ça toi, vois-tu ces chants sud-africains. Et puis, ça chante et ça danse tout le temps. Puis là, il y en a un qui arrive, puis le stade s'éteint. Je regarde. J'ai dit à ma recherchiste, ce gars-là, je le veux dans mon documentaire. C'est fini que je l'ai eu dans ma vie. Donc, Jay Naidoo, qui était secrétaire général fondateur de COSATU, Congress of South African Trade Unions, des congrès sud-africains, parle et puis la foule, elle explose de joie et de toi à chaque fois qu'il parle. Donc, ça reste là et ce soir même là, c'est un samedi soir, j'ai aussi fait un documentaire sur
l'histoire du jazz en Afrique du Sud, parce qu'il y avait de l'apartheid au niveau de la musique. Le jazz sud-africain était illégal. On avait le jazz noir. Les Blancs avaient le droit de jouer, pas les Noirs. Enfin, je faisais une histoire sur les African Jazz Pioneers et j'étais dans l'entrée du Jazz Club et je vois ce Jay Naidoo qui descend. J'ai dit, oh my God, j'ai dit, Jay Naidoo, I want an interview, je veux une entrevue. Puis il a dit, non, moi, les journalistes, parce que les journalistes en Afrique du Sud, c'était des collaborateurs de l'État et avec la peau blanche, ça n'aidait pas. Donc, j'ai persisté, comme je suis, persistante. Je suis allée m'asseoir à côté de lui et puis, eh bien, il est devenu mon mari, le père de mes enfants, mais je vous le jure, Luc, je ne fais pas ça avec toutes les entrevues. Ah non, mais j'espérais. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Jay et j'ai fait une belle entrevue avec lui, évidemment, mais ça a été plus loin. Et puis, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. On vient de fêter notre 30e anniversaire. Nous avons 3 enfants, 2 petits-enfants et ça va encore très bien. Mais alors, comment on passe d'une simple rencontre pour faire un documentaire en prenant celui qui est le plus charismatique et comment on en arrive à finalement côtoyer un temps Nelson Mandela? Il y a quand même eu des choses qui se sont passées entre-temps. Alors. Oui, bien, comme Jay était un acteur important de la société sud-africaine, je suis arrivée pendant, c'était la guerre en Afrique du Sud, hein, au début, entre sa libération et sa présidence, tout le monde voulait un morceau du gâteau, puis personne ne voulait faire de compromis, de négociation, et c'est ce que Nelson Mandela a réussi à faire. C'est une révolution négociée qui s'est passée en Afrique du Sud, pas une révolution avec des mots, pas avec des armes. C'est ça qui est extraordinaire avec Nelson Mandela. Et Mandela a demandé à Jay d'être ministre dans son cabinet. Donc, il fallait le rencontrer souvent et on se rencontrait, on mangeait ensemble. Donc, Mandela est devenu un bon ami de la famille et les enfants l'aimaient. Puis, quand il est venu à la maison, Camille avait 1 an ou 2 à ce moment-là, 1 an. Et c'est un peu avant les élections, puis il buvait le jus d'orange et il a tout renversé sur ses pantalons, puis Mandela a ri, puis il dit « Lucie, ce qui m'a manqué le plus en prison, c'est les enfants et la voix des enfants. Il n'y a pas de limite. » Et puis, ça m'avait causé quelques larmes à verser, mais c'est ça. Mandela, c'était un être. Pourquoi est-ce qu'il était si extraordinaire? Parce qu'il était profondément humain. C'est ce qui a fait de Mandela, et il avait aucune arrogance, il avait une grande humilité, pas une fausse humilité, pas une fausse modestie. Il était vraiment, en 27 ans en prison, ce qu'il m'a dit aussi, il dit, ce qui me manque le plus de la prison, c'était le temps de réfléchir. Il est devenu un être spirituel en prison. J'ai d'ailleurs un de mes livres que j'ai fait la préface des lettres de prison de Mandela, où là-dedans, dans ce livre-là, on peut lire comment il est devenu un être, il a découvert sa spiritualité. Et quand il est sorti, il aurait pu... ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a tendu la main au chef du parti qu'il a emprisonné pendant 27 ans, puis il a dit « Bâtissons un pays ensemble ». Donc, il a marqué le ton. Il a marqué le ton qu'il n'y a aucune vengeance. Il s'est assis à la même table de négociation que les gens qui faisaient des barbecues avec des êtres humains au nom de l'apartheid. Et il a dit, bon, faudrait que ça arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Voici ce qu'on veut. Et puis, c'était un négociateur hors pair, mais surtout profondément humain, qui voyait la bonté dans tout être humain devant lui. Ouais, ça, on va en parler parce que quand même, vous avez quand même vécu assez proche. Enfin, c'est rare de tomber sur une personne qui a eu quand même une richesse personnelle. Vous avez une grande richesse personnelle et en même temps, vous avez vécu à côté de l'histoire, quoi. C'est quand même c'est incroyable. Alors, je me demandais une chose, vous parlez de Nelson Mandela, mais comment vous vous êtes mis à écrire? Bon, vous êtes journaliste, ok, mais de là à écrire, comment c'est venu ça? C'est une bonne question, ça, car je n'aurais jamais pensé. C'est mon 8e livre que je viens d'écrire. J'ai écrit 4 romans et 4 essais. André Bastien, qui est le fondateur de Libre Expression, m'a appelé un jour parce qu'il a entendu parler de mon histoire en Afrique du Sud. Puis on était 96-97. Donc, Mandela était président de 94 à 99. Puis il a dit, Lucie, on aimerait ça que tu écrives un livre. J'ai dit, j'ai rien à dire. Je pensais que je n'avais rien à dire. Et puis j'ai raccroché le téléphone. Mais en 99, quand Mandela a laissé le pouvoir, j'ai dit, peut-être que j'aurais quelque chose à dire. Puis j'ai rappelé André. Et il a dit, OK, écris ton histoire. Puis moi, j'ai passé 1 an à écrire et j'ai envoyé mon manuscrit, puis il m'a rappelé, puis il dit, t'as rien compris. J'ai dit, quoi, t'as rien compris? J'ai dit, si on avait voulu un livre académique sur l'Afrique du Sud, j'aurais pu demander à n'importe qui. On veut ton histoire.
avec tes dépressions, avec tes peines, avec les gars qui sont arrivés chez vous pour essayer de te tuer avec des AK-47, avec... Mais j'ai dit, pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Puis, je me suis assise et j'ai écrit, qui s'appelle Mon Afrique, ou en France, ça s'appelle Une femme au cœur de l'apartheid. Et puis, ça a donné ce livre-là, puis c'est devenu un best-seller parce que j'ai compris ensuite comment l'histoire personnelle pouvait toucher les gens. Et donc, j'ai écrit ça en tant que femme, en tant que mère, avec un enfant en garde partagée entre les deux continents, en tant qu'épouse d'un homme qu'on essayait de tuer durant l'apartheid, qui est devenu ministre dans son cabinet, en tant que blanche, mariée à un homme noir. Donc, j'avais plusieurs chapeaux et puis j'ai bâti le livre, un chapitre personnel, un chapitre politique. Donc, on peut suivre l'évolution de l'Afrique du Sud, de la libération de Nelson Mandela jusqu'à la fin de sa présidence, à travers mon cœur et ma tête et mon âme et mes tripes. Et vos tripes, ouais, surtout, ouais. Alors, dans un de vos livres, on sait qu'en octobre 2008, Nelson Mandela, en personne, demandait à votre fils Camille ce qu'il voulait faire plus tard quand il serait grand. Là. Et Camille lui répondait, moi, je veux être comme mes parents, je veux changer le monde. C'est pas rien. Hein. Et alors, donc, justement, est-ce que vous croyez que l'arrivée du Covid, tout à l'heure, on en parlait dans l'émission, mais est-ce que vous croyez que l'arrivée du Covid, ça a suffisamment changé le monde pour qu'on puisse à présent le recréer autrement, à votre avis? Je pense qu'il n'est pas assez méchant, le Covid. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus méchant. On aurait espéré parce que avoir un petit virus invisible nous a épinglé la planète dans leur maison. On dirait, ben, il y a de l'espoir parce que c'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme on fait avec la terre-mère. Est-ce que vous voyez prendre votre mère, que je suis sûre, j'espère que vous avez encore, que mettre du poison dans le fond de la gorge, piler dessus, la violer, la piller, lui arracher les cheveux, puis continuer à vivre. C'est ce qu'on fait avec notre terre-mère. D'ailleurs, la façon qu'on traite la terre-mère, c'est un reflet de la façon qu'on traite la femme sur la planète. Ce sacré féminin qui apporte avec lui des valeurs de respect, de compassion, de gratitude, d'amour. On crache dessus. Donc, le COVID aurait dû, je crois, nous faire réfléchir et dire, et si on faisait les choses autrement? Alors que tout ce que j'entends, moi, jusqu'à maintenant, c'est on a hâte de retourner à la normale. Or, si on retourne à la normale, mes petits-enfants ne se rendent pas à l'âge de la retraite. Et ça, c'est la science qui le dit, c'est pas Lucie Pagé qui le dit. On a un système économique linéaire dans des écosystèmes circulaires. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, ici, les femmes des Premières Nations, quand elles prennent une décision, les femmes ménopausées ont le pouvoir de décision sur les risques à prendre. Si on envoie les hommes à la guerre ou à la chasse, ils évaluent les risques sur 7 générations. Si on évalue ce qu'on fait sur 7 générations, on ne se rend pas à une demi-génération parce qu'on exploite trop la terre-mère. On n'a pas besoin de faire ce qu'on fait. Et tout ce qu'on a mis au centre d'intérêt, et on vénère l'argent, le matériel, alors qu'on devrait vénérer d'abord la terre-mère et ensuite l'être humain et ensuite les femmes et les enfants. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que la leçon n'a pas été assez apprise ni acquise parce que à peu près 90% des gens à qui moi je parle ont hâte d'aller magasiner. Comment vous faites? Vous avez un anglicisme que vous employez en France, je pense, faire du shopping. Faire du shopping, c'est ça. Oui, c'est ça. On veut qui ont hâte d'aller dire il faut qu'il y ait d'autres choses. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas assez méchant. Et je ne dis pas ça méchamment, mais il va falloir vraiment quelque chose pour remettre une remise en question parce que la terre-mère ne se laissera pas mourir. Le plus gros virus de la terre-mère, c'est l'être humain. Et si on fait partie d'une chaîne, d'un écosystème, on n'est pas plus important que le papillon ou l'ours ou l'orignal ou le poisson. Puis on a des diplômes universitaires d'économie de Harvard et d'Oxford, mais qui ne comprend pas le langage de la terre-mère. Donc, quand est-ce qu'on va comprendre que sans la terre-mère, on meurt? Je ne sais pas si vous connaissez David Suzuki qui a demandé
Oui, David Suzuki qui a demandé à un dirigeant des compagnies de sable bitumineux si l'air, la terre, l'air, le sol et l'eau faisaient partie de leurs priorités quand ils prenaient des décisions. Puis il dit non, si ça fait partie si ça faisait partie de nos priorités, on n'aurait plus d'emploi. Ben oui, c'est sûr que vu ce qui se passe, on voit bien que ce n'est pas un paramètre important pour eux. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis j'ai écrit ce livre avec mon fils, Demain il sera trop tard, mon fils, qui est une conversation entre mère et fils sur la planète qu'on laisse à nos enfants. Et c'est qu'est-ce qu'ils devront faire pour assurer la survie de l'humanité, un petit sujet léger. Et j'en parle là-dedans et c'est un livre qui a fait une bonne route ici, surtout parmi les cégeps. Mais ces jeunes-là au cégep, dans les collèges que j'ai rencontrés, ils disent « Oui, mais Madame Pagé, on le sait que c'est la vérité. On apprend ça à l'école, mais aussitôt qu'on arrive sur le marché du travail, tout ce qu'on a appris par rapport à ça, on demande de mettre ça au rencard. Que ça ne fonctionne pas avec le système économique en place. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça change ça? Et je crois, et malheureusement, c'est une question qu'on pose d'ailleurs dans le livre, est-ce qu'il faut une catastrophe pour qu'on change? Malheureusement, oui, et cette catastrophe, le COVID, n'est pas assez puissante. Il va falloir quelque chose, parce qu'il faut qu'on détruise avant de reconstruire. Et on ne peut pas réformer un système qui est en train de tuer la planète. Il faut changer le système. Et moi, quand je parle de ça, je me dis, « Ah, Lucie, tu comprends rien. Toi, tu comprends rien à l'économie. Les bourses, c'est pas ton affaire. Va faire tes petites choses fleurs bleues. Là, Je me demandais quel était l'impact positif de cette pandémie mondiale sur vous. Ça a eu quel impact positif? J'ai écrit un livre sur la spiritualité. C'est très positif. Moi, j'ai aucun problème. Voyez-vous, c'est une autre bonne question. Vous posez des bonnes questions, vous, hein? Ouais, je sais pas. Il y a une chose laquelle on s'aperçoit maintenant, c'est la détresse qui augmente. Même le nombre de suicides, et surtout chez les jeunes. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne sont pas capables d'être seuls. Si on n'est pas capable d'être seul avec soi-même, on a un sacré problème. C'est qu'il faudrait changer le réalisateur du film de notre vie. Et ce qu'il faut, et c'est prouvé d'ailleurs, c'est ça qu'il y a, c'est introduire dès l'âge de la maternelle les techniques de méditation et de yoga. Ça change une vie. Moi, je fais 1 heure par jour et je ne pourrais pas masser comme de l'air et de l'eau pour moi, ma méditation et mon yoga. Ici, et on s'est aperçu dans les écoles où on a introduit ça, il y a moins d'intimidation. Les problèmes de santé sont moindres. L'absentéisme est moindre. La gentillesse est accrue. Les cas d'isolement n'existent presque plus parce que les gens savent. Donc, on n'a pas les outils pour se retrouver avec soi-même. On a des meilleurs ingénieurs du monde pour tout ce qui existe à l'extérieur de nous. Et pour l'ingénierie intérieure, on n'a aucune idée quoi faire. Parce qu'on vit dans une société qui dit, c'est un problème, prends une pilule. C'est un problème, va au magasin. Si tu as un problème, c'est toujours à l'extérieur de soi la solution, alors que les solutions sont à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas d'argent à faire si on trouve la façon de bien manger, de bien dormir et d'être heureux à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de pilule à prendre. On n'a pas besoin d'aller au magasin s'acheter quelque chose pour apaiser nos humeurs. Il faut encore pousser plus et même si je me fais ridiculiser par des propos où je ne comprends rien à la bourse, je vais continuer parce que c'est ce qui nous manque. Il nous manque ces outils-là à qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire que d'être un être humain? Comment est-ce qu'on peut vivre en sérénité, pas juste avec les autres, mais surtout avec soi-même? Donc, moi, j'ai aucun problème avec l'isolement et la COVID. Moi, je vis avec moi-même. Si j'ai des problèmes avec moi-même, ben, j'ai un gros problème. Donc, je suis passée... Avant, oui, j'ai eu des gros problèmes avec moi-même. J'ai des antidépresseurs, des thérapies pendant 30 ans et tout ça, mais j'ai compris et j'ai vu que la réponse est à l'intérieur de nous et pas au magasin, la réponse. Bonne transition, parce que Nelson Mandela et Desmond Tutu, ils employaient un terme qui dit Ubuntu, et qui était en fait une façon de dépeindre un idéal de société opposé à la ségrégation, mais c'est aussi une philosophie africaine basée sur le fait du groupe, et en disant que je suis
qui je suis que parce que nous sommes tous. Et je me disais justement, est-ce que vous ne croyez pas qu'en ce moment, on vit ce grand reset intérieur qui va obliger les gens à comprendre que sans les autres, ils sont rien, justement? C'est un rêve, je pense, mais ce qui manque, moi, mes enfants, souvent, ils se font demander, qu'est-ce que tu préfères du Québec, l'Afrique du Sud, parce qu'on voyage entre les deux. Mais puis ce qui revient souvent, c'est que au moins en Afrique, il y a de l'Ubuntu. Ça manque ici. Je vais vous donner un exemple très concret. Les manifestations anti-masques. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais ici, il y en a. Alors, le masque, ce n'est pas pour se protéger de la maladie. Le masque, c'est pour empêcher de donner à l'autre la maladie. C'est de penser à l'autre. On a surpassé l'individualisme. C'est devenu le centre de tout, alors qu'on n'a pas compris que je suis parce que nous sommes. Moi, je ne suis rien sans l'autre. Et en Afrique du Sud, il n'y a aucune manifestation anti-masque. Ça n'existe pas. Il faut mettre un masque pour protéger l'autre. Ah, on va le mettre. Et tout, même partout dans la rue. Pas un pipe. Oui, pas de problème. Parce qu'on sait que, premièrement, c'est une méthode temporaire, le temps que le virus passe, mais aussi, ça protège l'autre. Donc, pour répondre à votre question, non, on n'a pas assez fait. Ce qui manque le plus en Occident, en général, c'est pas des choses matérielles, c'est cette philosophie d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Quand on aura compris cette... Et s'il n'y avait pas eu ça en Afrique du Sud, l'apartheid serait toujours là. Parce que l'apartheid a été démoli à cause de la solidarité. Il y avait Joe Slovo, qui était chef du Parti communiste, qui est un blanc, qui disait « nous » en parlant des Noirs. Donc, cette solidarité-là a fait qu'on a réussi à démolir l'apartheid. Ici, s'il y avait l'apartheid, bonne chance, parce que c'est me, myself and I. Hein? C'est moi. Et puis le reste qui mange la marde, comme on dit au Québec. En tout cas, ici en France, je peux vous dire que les gens, ils disaient me, myself and I, et maintenant ils disent aïe, 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 ils sont où les autres? Et je vous jure qu'ils sont en train de comprendre. Alors, peut-être pas encore autrement qu'à demi-mot, mais je crois qu'ils ont compris que peut-être tout seuls, ils n'ont pas l'énergie au quotidien. S'ils n'ont pas un tel assis à côté d'eux au bar, même s'ils ne les connaissent pas, ça commence à se sentir. Il n'y a juste pas encore les gens capables de leur dire, vous n'avez pas vu que tout seul, vous êtes très faible, en fait. Mais ça va venir, ça va venir. Alors, ça va venir, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas, ça n'a pas fait un feu de forêt encore. Là, non, c'est sûr. Des petits feux ici, là, c'est pas généralisé. Oui, en tout cas, on voit bien votre côté militante. On voit que vous êtes aguerrie à tout ça. On sent que ça vous dit non, c'est pas assez fort. Il faut plus fort là. Il faut plus fort. On n'a pas grand temps. Il reste pas grand temps. Les scientifiques parlent de 2030. Oui. Comme on dit au Québec, il faut se grouiller le cul. C'est toujours assez imagé au Québec, les choses. Alors, en tout cas, on va parler de choses imagées. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un petit rite dans l'émission, un petit rite un peu sulfureux de Thierry Ardisson, qui est un des chroniqueurs de chez nous. Alors, moi, je vous sais une personne d'une vive intelligence de cœur. Et puis, je vous devine aussi, on en parlera plus tard, une enseignante à vos heures, dont l'envie, c'est de donner à l'autre l'accès à son meilleur. Ça se voit beaucoup chez vous dans les interviews qui ont déjà eu lieu. On en parlera. Mais alors, moi, j'ai eu envie de vous proposer une petite émission... une petite intervention, une interview qui s'appelle Upside Down. Vous allez voir, une interview un peu atypique, ludique. On va poser quelques petites questions simples pour découvrir un peu votre profondeur. Alors, ma première question, c'est quel est le défaut que doit avoir un homme pour vous séduire? Hop là! Pas avoir assez d'argent pour payer pour le premier repas quand on se passe. Oui. OK. Oui, parce que comme ça veut dire qu'il ne peut pas m'acheter. Ah, ouais, pas mal. Ah, ça, c'est une nouveauté dans les... Personne n'a dit ça pour l'instant. Alors... Mais ça m'est arrivé la première fois que mon mari est sorti. Il ouvre ça. Oh, désolé, j'ai pas d'argent. Pourrais-tu payer? Ah, OK. Donc, je ne l'ai pas marié pour son argent. C'est pas mal. Alors, j'allais vous demander quelque chose, c'est quel est le défaut qui vous sauve la vie? Avoir du front. Hein? Avoir du front. Du courage. Des fois, avoir du front, des fois, je devrais me taire. Puis je me tais pas. Il est arrivé des trucs inimaginables assise à des tables avec des présidents, des ministres, dont un, je me souviens, on était avec le
le vice-président, je ne sais pas comment tu appelles ça, de l'ONU, puis il y avait le tel président, puis j'étais en face du ministre de Somalie, puis j'ai dit, vous autres, avec votre génocide, puis en tout cas, ça a été toute une histoire, mais en même temps, c'est ce cran-là qui m'a sauvé la vie à quelques reprises quand j'ai eu des AK-47 dans le visage. Donc, j'ai pas la langue dans ma poche, ça peut me mettre dans le pétrin parfois, mais ça m'a parfois sauvé la vie. Et alors, dans cette idée-là, quelle a été votre plus belle erreur? L'erreur qui vous a finalement été d'un grand bénéfice dans le futur? Ben, il y a une fois, j'étais à Johannesburg et puis j'ai pris le mauvais chemin par erreur et puis je me suis retrouvée dans des hommes armés qui voulaient me tuer. Puis en fin de compte, là-dedans, quand j'ai reviré de bord, je suis tombée sur une femme qui m'a dit par où aller, puis elle est devenue une actrice très importante dans un de mes documentaires. Donc, si j'avais pas, donc, ouais, ça pourrait être considéré comme une belle erreur. Puis aujourd'hui, elle fait des choses extraordinaires. Et puis, si j'étais pas arrivée, si j'avais pas pris ce mauvais chemin-là, j'aurais pas découvert ce magnifique être humain. Magnifique. J'ai failli perdre ma vie, mais... Oui, mais c'est peut-être plus d'une fois, non? Ça vous est arrivé plus d'une fois de... Demandez-vous pas pourquoi j'ai la tête blanche. C'est pour ça. Bon, allez, vous voyez, les cheveux, c'est à cause de ça. J'en ai vécu quelques-uns. Ouais. Bon, il y a peut-être un petit côté génétique, mais les fois que j'ai eu peur dans ma vie, aïe, 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 aïe. Mais vous saviez que vous auriez envie de vous mettre dans une telle situation compliquée dans votre vie ou c'est tombé comme ça? Ma mère te dirait oui. Ah oui, ça m'intéresse. Mais moi, je m'ennuyais pour une petite vie, un canot sur le lac, une petite bière sur le bord d'un feu. Puis, mais non, j'ai un feu. Il me demande, mais où tu prends ton feu? Je ne sais pas, il est là. J'ai un feu. Et puis, mais c'est parce que mon rêve, moi, quand j'étais jeune, d'abord, j'avais 7 ou 8 ans, j'ai dit à ma mère, un jour, je vais écrire dans les journaux. Donc, quelque part, mon haut moi savait. Et puis, mon rêve, parce que mon père était dans les forces armées, puis il voyageait beaucoup, puis il revenait de toutes sortes de pays, puis il nous racontait des histoires des pays, puis ça me faisait rêver. Puis j'ai dit, ben moi, un jour, je vais être correspondante à l'étranger. Donc, ça a été... et puis, quand l'Afrique du Sud est arrivée, écoute, on avait tellement de monde, j'y croyais pas. C'est un de mes grands défauts, c'est que je ne crois pas en moi-même. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais 2 fois plus. Je suis perfectionniste parce que juste au cas que ce ne sera pas bon, parce que je ne suis pas assez bonne, mais c'est ça aussi qui fait que je pousse plus loin parce que j'ai beaucoup de défauts, mais comme une chose que je dis à mes enfants, la persévérance est une valeur qu'on a perdue. Ne lâchez jamais. Vous commencez quelque chose, lâchez. Il y a une montagne en face, c'est pas grave, tasse-la, vas-y! Moi, je remarque chez vous, alors j'ai vu plusieurs fois, mais je ne sais pas comment ça peut s'appeler en termes d'état d'être, mais on voit chez vous quand même le besoin du meilleur. On peut arriver au meilleur, on peut accéder à son meilleur intérieur, on peut faire mieux. On le sent beaucoup chez vous. Je ne sais pas si vous le reliez à la valeur ou pas, mais ça se voit. J'ai même été étonné que vous ne soyez pas finalement une enseignante. C'est incroyable que vous n'ayez pas été enseignante. Ben, parfois, c'est une belle valeur, effectivement, qui a été transmise par mon père, surtout, mais ça peut aussi être une entrave. Ça peut, parce qu'on cherche le meilleur, mais le meilleur n'existe pas. On peut le rechercher. Mais avant que je comprenne ça, qu'il n'existe pas, je me suis essoufflée, puis je me suis trouvée en burn-out, en dépression. Parce que je n'étais pas assez bonne. Donc, il faut accepter jusqu'à un certain point. Donc, j'ai échangé la recherche du meilleur pour la persévérance tout court. Il va mais je n'ai pas le ciel qui va. Jamais que j'ai commencé un projet que je ne l'ai pas fini. Jamais je suis arrivée en retard à un rendez-vous. Mais c'est fatigant, ça, à la longue. C'est fatigant. Puis si j'ai quelques fois, oui, parce qu'un accident, j'étais prise, je ne sais pas trop, il me faut 3 semaines de thérapie pour ce que je suis arrivée en retard de 5 minutes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Ça peut être négatif, mais effectivement, ça a été surtout positif dans ma vie. Et c'est ce que j'essaie de faire ressortir, surtout les jeunes. J'adore les enfants, les jeunes. Puis quand je fais du mentorat, comme il y en a un, je suis en train de coacher pour un livre, puis ça fait 6 fois qu'il m'envoie une version, un premier chapitre. C'est plate, ça marche pas. Puis à chaque fois, je lâche pas. Puis il vient finalement, sa 7e version est bonne. Thomas Edison, ça a pris 10 000 essais avant de faire l'ampoule. Donc,
Moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. Ouais, c'est ce qu'on voit chez vous. Voilà. Justement, alors, parlons de ça. Si vous pouviez vous cloner, d'en avoir un deuxième comme vous, une autre Lucie, Oh non, mon mari ne voudrait pas ça. Il dit non, c'est ça, j'en suis sûr. C'est pas la ouais, première personne à me dire, j'en connais une et j'en connais un qui va pas aimer du tout. ouais, vous continuez. Si vous pouviez vous cloner, avoir une autre Lucie, elle ferait quoi comme activité en parallèle de vous? Sage-femme, sans aucune hésitation. C'est ce que Magnifique. j'aurais voulu. Si j'avais recommencé, je serais sage-femme. Accueillir les naissances, parce que c'est scientifique, j'ai une tête de scientifique. Donc, puis en même temps, tu travailles avec la mère, les enfants. Moi, c'est sage-femme. Waouh! Alors ça, Ouais. c'est pas visible chez vous, hein. Si vous pouviez ne plus jamais avoir peur de rien, et Dieu sait que vous n'avez peut-être pas peur de grand-chose, mais si vous pouviez avoir peur de rien, quelle est la peur que vous garderiez et vous conserveriez pour vivre, hein? Celle de l'homme, parce que ça peut nous sauver la vie, Expliquez-moi un peu. même dans un ascenseur. Hmm. Oui, ça. Et puis, ça m'a déjà sauvé la vie. Donc, et malheureusement, j'ai hâte au jour où ça va changer, mais tant qu'on a cette planète qu'on a, la peur de l'homme, jusqu'à un certain point, peut sauver la vie d'une femme. Hmm. Étonnante réponse. Mm. Qu'est-ce que les gens qui vous aiment voient de vous que vous ne voyez jamais, vous? Mais ma générosité. Ouais. Hmm. Puis pourtant, il a fallu, comme moi, je vais donner jusqu'à mon dernier sou, puis si j'en ai pas, je vais en emprunter pour en donner. Et puis, c'est quelque chose que je faisais sans m'en apercevoir, puis je m'en aperçois plus aujourd'hui parce qu'on m'en dit beaucoup. Puis, mais je me suis fait manger la laine sur le dos parce que aussi, demande à Lucie, elle ne dira pas non. Hmm. Donc, il faut que je fasse attention, mais je sais que si j'étais aveugle à ça, parce que non, oh, je ne suis pas une bonne personne, mais Lucie, tu es toujours là pour les autres, tu dis jamais non, puis ben, bon, mais c'est normal de faire ça. Non, c'est pas normal, tu sais. Hmm. Fait que, Hmm. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans toute votre vie? lâche pas. Ah, ça, C'est c'est ma un mère. truc que vous connaissez bien, ça. Ouais, ma mère. Lâche pas, Lucie, tu es capable. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Non, je ne suis pas capable. Lâche pas. Tu vas arriver. Lâche pas. Et puis, je pense que, me semble, c'est dans mon livre, Mon Afrique, Hmm. c'est la dédicace. Ah oui, vois-tu, ma dédicace à mes enfants, puis à mes parents, Pierre et Louise, qui m'ont appris à foncer, toujours foncer. Alors, ma dernière question par rapport à cette petite interview Upside Down, c'était si vous deviez interviewer Lucie Pagé, que vous avez d'ailleurs devant vous grâce à Zoom, qu'est-ce que vous lui poseriez comme première question? What the fuck? What the fuck? Comme première question, qu'est-ce qui vous anime? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui vous anime? Et alors, vous Qu'est-ce lui qui répondriez quoi? Et puis, moi, la réponse, c'est la recherche de la justice humaine, de la justice entre êtres humains, que ce soit hommes, femmes, riches, pauvres, noirs, blancs. Nous sommes tous égaux dans la dignité. Nous avons tous droit à la dignité. Puis, si, tu sais, il y avait c'est une histoire vraie, une femme noire médecin sur un avion et un homme blanc qui était gastro-entérologue, je ne sais pas trop, puis quelqu'un qui souffrait d'un attaque de cœur, qui est un médecin, puis ils sont arrivés, mais ils ont choisi l'homme blanc. Pourquoi? Alors, c'était accès à la même dignité pour tout le monde. Et je pense que c'est ce feu qui m'anime. Je me poserais ça comme question parce que je me suis fait poser la question, puis il a fallu que j'y réfléchisse, puis c'est ça. C'était aussi la question que je voulais vous poser. En fait, je me demandais en fait, qu'est-ce qui vous faisait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque jour? À La l'intérieur, c'est quoi? vie! La vie? Ouais, mais La alors, vie! précisément, la vivre comment? La vivre pleinement? Parce que c'est quand même une vie, vous avez une vie incroyable, à la fois violente, à la fois Ouais. hyper riche. Mais c'est comme quand il pleut, de marcher entre les gouttes de pluie et trouver cette sécheresse-là, c'est possible. C'est ce bonheur-là d'être en vie, c'est pas donné. Il y a 160 000 personnes par jour qui ne se lèvent pas. Alors, si je m'ouvre les yeux et je suis en vie, merci, des gens en partant. Mais c'est ce qui m'anime tous les jours quand je me lève, je pense que c'est la première chose à laquelle je pense, c'est quel est l'état de la Terre-mère. On a à la télévision, à la radio, la bourse, le Dow Jones, le tel indice, tel indice, tel indice.
Moi, je rêve du jour dire l'indice de l'air, l'indice de l'eau et l'indice du sol qui nous tient en vie. Pourquoi? Est-ce qu'on peut commencer là? Est-ce qu'on peut avoir ces indices-là, voir comment on traite la terre-mère sans qui nous sommes tous morts? Donc, c'est ça qui m'anime, c'est Gaïa, Pachamama. Je me demandais, quels sont vos secrets, vous, dans ces moments de crise, pour arriver à garder le lien avec la vie? Comment vous faites? J'ai triplé ma méditation. Alors, c'est par la méditation. Puis, j'ai été chercher de l'aide. Je fais beaucoup de méditation de Sadhguru, qui est un grand sage indien extraordinaire. Donc, au début, j'ai pédalé. Hein. J'ai eu de la misère parce que j'étais seule. Mon mari était en confinement en Inde. J'avais ma fille et mon petit-fils déjà, mais j'étais sans rien. Le silence et la paix. Et puis, il a fallu que j'ai dit, pour ne pas virer folle, je vais méditer. Et puis, ça a fonctionné. C'est juste d'aller encore plus on va profond à l'intérieur de soi, plus c'est l'extase. Donc, c'est cette connexion avec le cosmos, donc, moi, ça a été la méditation et c'est ce qui m'a sauvée. La musique, c'est sûr, la lecture, la cuisine. J'adore cuisiner, j'ai cuisiné encore plus, des choses élaborées, mais il reste qu'est-ce qu'on fait dans le silence de notre cœur qui bat? Et bien, on va encore plus profondément. Donc, moi, ça a été ça, la méditation. Oui, parce que vous parliez de Vipassana un temps. Je sais que vous avez découvert Vipassana donc en Inde, il me semble. Après, vous l'avez revu. Un en Inde et un en Afrique du Sud, oui. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je parlais avec Nicole Bordelot. Je ne sais pas si vous connaissez Nicole Bordelot. Oui. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur la méditation, qui fait du yoga. Ouais. Discuter avec François Lemay aussi, qui est un grand spécialiste de Vipassana. Et effectivement, je me posais une question. Alors, un temps, vous disiez, en rigolant, qu'avant que vous compreniez la vie, vous preniez des pilules et que maintenant que vous comprenez la vie, vous méditez. Mais alors, qu'est-ce que vous avez compris de la vie durant toutes ces années, vous? Il y a beaucoup plus de ce qu'on voit. Parce qu'on ne peut pas expliquer les autres dimensions, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, la physique quantique nous est en train de prouver ce que les yogis disent depuis 15 000 ans. Mais moi, ce qui a changé ma vie, c'est les plantes médicinales autochtones. C'est là que ma vie a changé et que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on peut voir, toucher, ce que nos 5 sens peuvent capter de la réalité. Alors, quand vous parlez de ça, ce qui me questionne, c'est que en fait, la méditation, c'est quand même pas l'art qu'on découvre dans le chamanisme, parce que le chamanisme, ça va plus loin. Les chamans, eux, ils ne s'intéressent pas à la méditation, ils s'intéressent au voyage, en fait. Alors, quelque part, la méditation, ça suffit dans votre vie à vous donner ces clés, ou il a fallu plus quand même? Il a fallu plus, oui. Ouais. La méditation, c'était passé. Les Vipassana, ça a juste chatouillé un peu. C'est important, mais c'est pas tout. C'est parce que j'avais pas la compréhension. Donc, maintenant, j'ai la compréhension, mais méditation, c'est comme un grand respire. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce grand... Comment est-ce que le grand respire nous... Donc, la méditation, c'est un élément. Mais c'est un outil très important. C'est le marteau de l'ouvrier. Il y a plein d'autres outils, mais le marteau reste l'outil principal. Mais c'est marrant parce que quand vous parlez, Lucie, j'ai l'impression que vous êtes une personne hyper duelle, parce que d'un côté, vous voulez la méditation, le silence, l'intériorité, et de l'autre côté, vous avez vécu les AK-47, le bordel de partout, ça secoue dans tous les sens, et j'ai l'impression que vous en avez besoin aussi. C'est possible, ça? Pas besoin, mais je crois ce qu'il faut pour y faire face. Et puis, je me souviens que mon père a dit, Lucie, tu peux pas rendre ta vie un petit peu plate. J'ai dit, puis parfois, je dis, ah oui, ce serait bien, mais je sais pas que je le cherche. Je sais pas, j'ai le don de mettre les pieds dans, mais j'ai pas peur d'y faire face. Mais j'accueille avec grand plaisir les moments tranquilles. Ils sont trop rares, effectivement. Mais... C'est ça, ouais. En fait, vous rusez, vous dites oui, j'aime bien les moments tranquilles. En même temps, si on voulait mettre que ça se trouve, vous vous ennuyeriez d'une façon terrible, en fait. C'est un bon point. Ouais. Alors, je sais aussi que vous êtes pianiste et que vous offrez des cours de piano bénévolement à des enfants quand ils en ont besoin. Et vous disiez aussi que la musique, ça vous permettait de rentrer en vous, que c'était un havre de paix intérieur. Et là, j'étais interpellé à un moment donné dans une des interviews que j'ai écoutées de vous parce que vous parlez des chants de libération qui ont été très importants dans le processus de révolution négociée dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, c'est quoi le processus des chants de libération? Oui, j'ai passé un an à étudier le sujet, puis j'ai fait un long documentaire radio et télé
Quand j'ai interviewé Desmond Tutu, qui est un grand archevêque, c'est un autre Mandela en Afrique du Sud, et qui était pardon, le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation, il m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup frappée. Sans les champs de libération, notre lutte aurait été beaucoup plus longue, beaucoup plus sanglante et n'aurait peut-être même pas réussi. J'ai dit, wow, ça, c'est en mettre beaucoup sur le dos des champs de libération, mais il avait tout à fait raison parce que j'ai rencontré Mandela après, puis il m'a confirmé la même chose. Il a dit, dans la mine de chaux dans laquelle il travaillait 12 heures par jour, il dit, ce qui nous tenait en vie, c'était les champs de libération. Et quand le gouvernement a passé une loi pour empêcher les gens de chanter, parce que quand la police, moi je l'ai vécu le 27 octobre 1990, justement au stade Orlando à Soweto, quand j'ai aperçu mon futur mari pour la première fois, quand c'était 50 000 personnes ou 100 000 personnes qui chantent le même chant, les mêmes refrains, et que ça te pénètre le corps, ça te donne des frissons, et les policiers n'étaient pas capables de faire leur travail parce que ça donne tant de frissons. Alors, ça m'a fait réaliser l'importance de la musique et du chant dans la vie, et pourtant, ce sont des domaines dans la vie où l'artiste, que ce soit créateur, que ce soit un musicien, écrivain ou autre, on est pris pour acquis. Je ne sais pas c'est qui le cocombe qui a négocié 8 ou 10 % sur les livres, je ne sais pas quand, mais j'aimerais ça y parler. Donc, les chants de libération ont été non seulement un outil, mais une arme dans la lutte contre l'apartheid. Et t'enlèves les chants de libération, t'enlèves l'arme principale, t'enlèves ce marteau, t'enlèves ce pouvoir-là du peuple. Et même encore aujourd'hui, je me souviens, j'étais... dans les années 90, Mandela était président, je servais de traductrice pour un Français, justement, dans un congrès pour des syndicats sud-africains. Il y avait 2-3 000 personnes et l'électricité est partie. Ici, au Québec, quand l'électricité est partie, on se prend un café et on se décrotte le nez, hein, c'est un peu ça. Là, tout le monde s'est levé puis a commencé à chanter, à danser. Ça a duré 35 minutes et puis on s'est rassis comme si de rien n'était, mais ça nous a énergisés et puis ça nous a réchauffés parce qu'on était en hiver puis il faisait très froid à Johannesburg en hiver. Donc, les chants de libération ont été cruciaux pour la libération d'Afrique du Sud et j'ai fait... ça n'avait jamais été fait, ça, d'ailleurs, le rôle des chants de libération dans justement la libération du pays. Et j'ai interviewé tous les grands, Mandela, Tutu, Mbeki, etc., qui m'ont dit comment, puis qu'ils n'avaient pas réalisé eux-mêmes. Et ça m'a ramené, j'en parle beaucoup, je donne des conférences dans les écoles, je parle de Vuyesili Mini, qui, le 6 novembre 1964, a été pendu. Il était chef syndical, il était un père de famille, mais il était le plus grand auteur de chants de libération d'Afrique du Sud. Et certains de ses collègues ont mis des bombes dans des installations publiques là, de centrales électriques parce que s'il y avait la lutte armée en Afrique du Sud, on ne visait pas les gens, on visait les installations qui ne servaient qu'aux Blancs. Donc, personne n'a été tué, mais la police est arrivée chez Vuyesili et a dit « Ah oui, au poste, qui sont tes collègues qui ont mis les bombes? » Mais il dit, je ne dévoilerai pas ça, ce serait la délation. Fait qu'en fin de compte, ils ont donné le choix entre la délation et la pendaison. Et il a choisi la pendaison. Ça va jusque-là, l'Ubuntu en Afrique du Sud. Ça va jusque-là, la solidarité en Afrique du Sud. Et ils l'ont pris parce qu'il était tellement puissant avec ses chants de libération. Nanse do tenyama faire foot. Quand tu as 100 000 personnes qui chantent ça, ça te rentre dans le corps. Tu sais, je veux dire, les femmes, quand elles ont marché sur Pretoria le 8 août en 1956, moi, Watinta Bafazi, Watinti Bokoto, Ugozu Fawe. Si tu touches à une femme, tu touches à du rock et tu vas mourir. Tu sais, quand tu as 20 000 personnes qui chantent ça, là, ça te pénètre les pores de la peau. Donc, quelle est l'importance des chants de libération dans la libération du pays? Toute. Crucial. Oui, c'est hyper inspirant ce que vous dites. Je me dis que en France, on a complètement perdu cette vision du chant commun. Elle existait avant, hein, dans les campagnes, elle existait. Les gens, ils chantaient ensemble. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Et en même temps, on est devenus des moutons, quoi. Mais vous dites aussi quand même quelque chose de très beau. Vous dites, et je pense que c'est vraiment inhérent à ce que vous êtes. C'est votre côté enseignante à l'intérieur, là. Vous dites aussi que la musique, ça rend meilleur.
Et ça, c'est pas la même chose que de faire en sorte que la musique, ça rende moins le sentiment profond de détresse, mais là, ça rend meilleur. Alors, c'est vrai, c'est ce que vous sentez au fond de vous, ça? Oui, parce que la musique fait partie de tes cellules. Hmm. Et tu as des cellules dans le cerveau et dans les intestins qui mènent notre vie et dans le cœur. Donc, enlève cette nourriture-là. Tu enlèves un nutrient extrêmement important et c'est pas parce qu'on ne peut pas le manger par la bouche que c'est pas important. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'avaler, c'est pas une pilule. C'est plus puissant que ça. La musique, l'être humain est né avec la musique. Je veux dire, depuis le début des temps. On a utilisé le tam-tam. Tam-tam, ça veut dire communiquer. C'est comme ça qu'on communiquait. Tu as le gumboot en Afrique du Sud où on tape sur les bottes, c'est une forme de communication. Donc, c'est plus que juste s'asseoir et se décrotter le nez. C'est de vivre, d'être en contact avec notre plus profond de soi-même. Ici, on voit le son du cosmos. Tu en as un son. Hum, hum, ne vient pas de nulle part. C'est un son, ça existe, le son dans les autres dimensions. Donc, c'est inhérent à la vie. La musique, ça fait partie de chacune des cellules de notre corps. Vous savez, je vous écoutais à un moment donné dans une interview et moi j'étais comme vous. Moi je suis fan de Johnny Clegg et de Asim Bonanga. Et qu'est-ce que ça vous évoque quoi aujourd'hui cette chanson? Ah, à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux. C'était Johnny. Johnny, c'était notre... ici, on a une chanson au Québec. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Quand c'est la fête de quelqu'un, on ne dit pas bonne fête. On dit, mon cher Luc, c'est à ton tour de te laisser. C'est cette chanson-là. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. C'est ce chant-là d'Afrique du Sud. Donc, c'est l'équivalent, ça va te chercher. Et quand Johnny chantait ça, ça donne des frissons. Et tout le monde connaît ce chant-là en Afrique du Sud. Donc, ouais. Magnifique, hein. Alors, je voulais vous parler de votre livre, là, pas celui qui est sorti, hein, Marie Lumière, mais en 2014, vous publiez Demain, il sera trop tard, mon fils, et donc vous vous joignez à votre fils Camille pour un dialogue un peu de cri d'alerte, hein, pour dénoncer la dette écologique et puis humaine, hein, pour les générations futures. Et alors, quand même, moi, j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me suis rendu compte quand même qu'on avait eu quelques preuves intéressantes, je vais vous les proposer. C'est que dans le confinement en France, il y a des études qui ont été faites pour voir si pendant le temps du confinement, on avait eu des points positifs. Et on s'est rendu compte que la réduction du dioxyde d'azote était de 49%, que les taux de particules fines étaient réduits de 12% en moins d'un mois et demi. L'eau était redevenue claire dans des grandes villes comme celle de Venise, par exemple. Et alors, on avait retrouvé des bancs de poissons de façon incroyable. Et je me suis demandé, je voulais vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'on a là la preuve qu'il faudrait très peu de temps pour remettre en bonne santé la Terre, finalement? Non, je pense que ça, c'est un peu cosmétique. Oui, c'est important. Et puis, mais en termes scientifiques, il faudrait des milliers d'années. Parce que si on arrêtait aujourd'hui même tout gaz à effet de serre, il continuerait d'augmenter dans l'atmosphère pendant encore 100 ans. Donc, oui, on s'est aperçu même à Johannesburg, il y avait des coups d'eau qui venaient marcher dans la rue devant nous. Toute la planète était heureuse de ce confinement, sauf l'être humain. Mais oui, je pense que c'est pas assez pour, en peu de temps, réparer ce qu'il y a à réparer en profondeur parce qu'on a quand même pollué énormément. Mais c'est assez pour s'apercevoir de l'effet que si on diminue assez nos activités, que c'est possible de vivre dans un environnement plus sain et qu'il y a un effet, oui, rapidement, en profondeur, il faudrait que ça soit plus long que ça, mais effectivement, c'est la preuve qu'il ne faut pas grand-chose. Il faut juste arrêter un peu, arrêter cette course pour l'argent, cette course contre la montre en détruisant la planète. Ce que ça demande, c'est d'être conscient. Et c'est la preuve que c'est pas de l'argent qu'il faut pour arrêter pour sauver la planète, c'est pas des politiques, c'est pas des lois, c'est d'élever nos consciences. Si on devient conscient de ça, c'est ce qu'il faut, c'est élever les consciences pour s'apercevoir de la possibilité de cet arrêt-là. C'est vrai, et en même temps, je me dis que, voilà, je suis un peu comme vous, je pense que les deux grands ennemis du changement, c'est l'idéalisme ou alors c'est le défaitisme. Mais là, on a eu une toute petite preuve
qu'en fait, c'était hyper rapide, les premiers résultats, et qu'il fallait juste... Oui, il faut juste s'ouvrir les yeux puis en être conscient. Puis il y en a qui... Puis moi, que j'ai entendu des gens, « Oh non, depuis le confinement, c'est bruyant, les oiseaux, ils me réveillent le matin. » Aïe, 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 aïe. Ah! Il y a du chemin à faire pour certains. Rassurez-vous, les magasins vont bientôt réouvrir. Voilà, Lucie, en fait, je vais aussi vous parler quand même de Nelson Mandela. Je sais qu'on en parle tout le temps dans toutes les émissions où on vous invite, mais moi, je trouve que c'est quand même incroyable. En France, on sait pas tout ça. Donc, moi, je me dis, Nelson Mandela, il a quand même été, entre guillemets, président, mais votre mari, Jane Naidoo, il a été son bras droit. Et alors, vous racontez un truc génial. J'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est ces coups de téléphone à 3 heures du matin. Il s'est levé à 3 heures du matin, Mandela, puis Jay étant son bras droit. C'est Jay qui est allé le chercher en prison le 11 février 90 en passant. Donc, puis il était son premier portefeuille, c'était ministre sans portefeuille, justement. Donc, Jay était le bras droit de Mandela et il se lève, Mandela, j'imagine, il se lève le matin, puis il a sa petite liste de choses à faire. Puis là, la première personne qui appelle, c'est Jay. Donc, il appelait à 3 heures du matin, puis à un moment donné, c'est moi qui réponds. Il dit « Hello, Lucy, how are you? » I'm sleeping. Je dors, là. Puis lui, il n'y avait pas d'heure, tu sais. Ça fait que genre, quand le téléphone sonnait à 3 heures du matin, je savais que c'était Madiba. Ah, c'est incroyable. Et donc, en fait, vous étiez très proches. Comment votre mari est devenu comme ça, son bras droit? C'est venu comment? Parce qu'il était activiste, reconnu? C'est quoi l'histoire? Alors, si tu prends la lutte contre l'apartheid, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau politique et le niveau économique. Niveau politique, c'était l'ANC. Niveau économique, c'est-à-dire l'exploitation d'une classe du cheap labor, une main-d'œuvre à bon marché, c'était le travail de COSATU. Les syndicats, eux, protéger les droits de ces travailleurs noirs et l'ANC, c'était le côté politique. Donc, c'était les 2 piliers. Et Jay était à la tête de ce pilier-là. Il y avait Mandela à la tête du pilier politique et Jay qui était à la tête du pilier économique. Voilà, en 2 mots. Alors, vous disiez, vous parliez de Madiba, donc c'est son nom de tribu à Nelson. Vous disiez qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait une profonde spiritualité. Et comme anecdote et exemple, vous parliez, alors moi, je trouvais ça magnifique, mais j'aimerais que vous en reparliez là en ligne, de ce moment où il y a eu cette anecdote au sujet d'un magazine titrant Les 100 célibataires d'Afrique du Sud. Et moi, je trouve que c'est une anecdote incroyable de Nelson Mandela. On était sur la route, on avait fait l'épicerie, je ne sais pas trop. Et puis, Jay a un appel de Mandela, puis il dit « Je vais te voir tout de suite. »« Oui, j'arrive, viens. » On arrive au bureau de l'ANC. Lucie attend dans la voiture, puis il monte dans le bureau. Il dit « Une catastrophe nationale. Ah, qu'est-ce qui se passe? » Jay. « Oh, man, you have to talk. » Fait que là, il commence, puis il dit c'est parce que dans un magazine, il y avait les 100 célibataires les plus en demande en Afrique du Sud, les plus sexy, je ne sais pas trop. Puis Jay était numéro 7 ou numéro 8. Fait que là, il y avait la revue devant lui, puis il a dit « Je veux que tu aies parlé à ta femme, à Lucie, tout de suite, parce que si elle voit ça, son cœur va être brisé. Ils ont fait une erreur. » Ça fait qu'il est revenu dans la voiture, on a ri comme... Et mais le lendemain, j'ai appelé le journaliste. Puis j'ai dit « Hello, this is Lucie Pagé, Jane Naidoo's wife. » Il y avait... Oh. Donc, tu vois le cœur de Mandela cette revue-là qui a dû arriver sur son bureau puis qui a vu Jay Naidoo, un célibataire en demande. Non, il est marié. Donc, tu vois que tout de suite, il a pensé à moi et à mon cœur. Tu vois sa bonté, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Comme anecdote pour décrire un homme, tu ne peux pas mieux avoir. Ouais, parce qu'on ne sait pas ce genre de choses en France, on n'entend pas ce genre d'anecdotes qui font la différence, en fait. Et moi, je me demandais une chose, maintenant que vous le connaissez bien, Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il penserait du monde aujourd'hui, Nelson? Oh, il serait triste. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a oublié, je reviens à ce que je disais tantôt, ce que ça veut dire que d'être humain. On a oublié que l'Ubuntu, de vivre pour l'autre. Il serait triste de voir tous ces anti-masques. Il serait triste de voir les Trump maudits et autres de ce monde qui pensent à l'argent avant de penser au bien-être. Puis lui, Mandela, ce qu'il avait, il s'en foutait de l'argent. C'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est que lui, la première chose qui, dans son cœur, c'était le bien-être de sa population, le bien-être. Êtes-vous heureux?
On a oublié, il y a un pays au monde qui a l'indice du bonheur, hein, c'est le Bhoutan. Et c'est ce qu'il faudrait instaurer. Donc, c'est quoi les indices qui manquent à la télé? L'air, le sol, l'eau, l'être humain, le bonheur. C'est quoi l'indice du bonheur? C'est quoi? Combien il y a eu de suicides aujourd'hui? Combien de dépression? Combien de détresse? Et c'est lui, c'était son feu à lui, c'est ce qui l'animait. Il pensait avant tout à l'autre. Il s'oubliait lui-même. Donc, il serait triste de voir la réaction peut-être pas aussi poussée qu'il l'aimerait au niveau du COVID. Qu'est-ce qu'il penserait des réseaux sociaux qui ont pu jouer un tel grand rôle dans la révolution du printemps arabe en 2011? Qu'est-ce qu'il en penserait, lui, de ce truc de réseaux sociaux, là, comme ça? Ah, ben, je ne sais pas trop, c'est une bonne question, mais en autant, quel que soit l'outil, importe peu que ce soit un réseau, les réseaux sociaux ou autres, qui servent au bien-être de la population. Si ça sert à bien faire, je pense que ce serait ça. Si tu fais du bien avec ce que tu fais, fais-le. Quel que soit l'outil que tu utilises. Je suis pas mal certaine que ce serait quelque chose. Je vais demander dans une prochaine méditation. Alors, moi, je sais qu'il avait appris la langue de ses geôliers, hein, l'afrikaner, pour parler avec eux plus au cœur qu'à la tête. Et il disait que le chemin le plus difficile, c'était celui de la tête vers le cœur. Mais alors, je me demandais, est-ce que c'est un enseignement qui vous parle? J'imagine que oui, mais c'est quoi votre propre spiritualité à vous, Lucie? Ben, il avait totalement raison. Je n'avais pas compris au début quand j'avais entendu ça, mais c'est le plus grand voyage à faire dans la vie pour tout être humain. C'est de partir de la tête puis d'arriver à être dans son cœur et de répondre avec le cœur, de parler avec le cœur, qui a un cerveau beaucoup plus complexe que ce qu'on a dans nos neurones dans la tête. Donc, il avait tout à fait raison et c'est le voyage que moi j'ai entrepris et c'est un voyage de vie. Mais au moins, je sais où aller maintenant. J'avais aucune idée de la destination. Ça partait de là, puis ça allait là. Au moins, je sais que je peux partir de là, puis aller là. Ça ne veut pas dire de moins bien penser. Ça veut dire de penser avec le cœur, qui est l'Ubuntu, en fin de compte. Il fait partie de l'Ubuntu. C'est quand on met un masque, on pense à l'autre, on pense avec le cœur, on ne pense pas avec la tête. Et votre spiritualité, à vous, c'est quoi? C'est une spiritualité plutôt bouddhiste, plutôt indienne, plutôt sans domicile fixe? C'est quoi votre spiritualité? Oui, il y a tout ça. Bouddhiste, j'imagine, ce serait le plus près. Puis c'est quoi le bouddhisme? C'est la réponse se trouve à l'intérieur de soi. C'est ça le bouddhisme. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc, si c'est ça le bouddhisme, oui. Mais c'est d'être chacun. On ne peut pas acheter la spiritualité au magasin. On ne peut pas prendre une pilule pour être spirituel. On peut aller pour la religion, oui, on peut aller à l'église. Ça n'empêche pas un, n'empêche pas l'autre. Mais la religion ne remplace pas la spiritualité. D'ailleurs, c'est totalement différent. Donc, la spiritualité, c'est ce chemin-là, justement, qu'il faut parcourir de la tête au cœur. Et alors, j'en viens à votre fils, parce que quand même, vous avez un fils qui a vécu des trucs de fou, quoi. Il a été quand même près de vous, sur les genoux des gens hyper importants. Il a quand même une profonde spiritualité aussi. Et alors, il disait que c'était pas la peine de chercher un autre Mandela et qu'il fallait plutôt faire surgir son Mandela intérieur. Moi, j'aime bien cette image. Alors, je me demandais comment vous qui avez été quand même assez proche de Mandela, qu'est-ce que vous faites surgir de votre Mandela intérieur chaque jour? Ça se passe comment pour vous? La compassion. Ah, la compassion. Oui, je pense que c'est une valeur extrêmement importante. Et Camille aussi, Mandela, c'était ça. Et c'est cette compassion-là. C'est de se mettre dans les souliers de l'autre. Toujours, je me mets dans les souliers de l'autre, que ce soit au coin de la rue, je vois une madame dans le magasin. Hier, justement, j'avais mon panier d'épicerie avec mon petit-fils et puis il y avait un monsieur avec 3 items dans les mains. C'est un vieux monsieur. C'est toujours la compassion. Pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes, avec l'intégrité. D'ailleurs, si on avait à définir Mandela en 3 mots, c'est les plus grandes valeurs d'un leader, je pense, ce serait l'intégrité, la compassion et l'humilité. Et l'humour aussi, ou pas? Ah oui, l'humour, il adorait quand il racontait une farce. Il racontait sa farce, puis il attendait que tout le monde rie. Il se tapait la cuisse, puis il riait lui aussi.
Ok. Alors, on va parler pour finir de votre dernier roman parce que moi, j'ai trouvé ça étonnant quand même que d'un seul coup, on en arrive à un sujet qu'on n'avait pas vu avant et c'est un sujet un peu nouveau, c'est celui un peu du militantisme pour une science de la médecine holistique en fait, hein, une autre médecine. Alors, dans ce de nouveau roman, vous parlez de médecine chamanique et des effets thérapeutiques de l'ayahuasca. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, donc je vous disais hors émission que j'étais tombé sur une émission de 2012-2013 de Amélie Nothomb qui parlait justement de son expérience sur l'ayahuasca. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce roman et pourquoi sur ce sujet-là? Oui, d'abord, c'est pas juste, c'est l'ayahuasca, oui, mais je parle de d'autres façons comme les huttes à sudation. C'est les médecines des Premières Nations qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. Alors, ça a été, ouais, ça a été tout un cheminement. L'ayahuasca est arrivé dans ma vie au bon moment, après 3 décennies de thérapie et d'antidépresseurs et tout ce qu'on voudra. Et vous savez, je vais juste vous donner, c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué, puis j'avais dit, oh, vous savez, ces sifflets pour chiens, on siffle dedans, vous ne l'entendez pas, hein? Est-ce qu'il existe? Oui, les chiens l'entendent. Alors, nous avons 5 sens pour tout capter, tout ce qui existe, toutes les dimensions, la réalité, on a 5 sens. On n'entend pas les maudits sifflets pour chiens. Quoi d'autre est-ce qu'on n'entend pas? Quoi d'autre est-ce qu'on ne voit pas? Alors, je dois dire que ce qui a changé ma vie, moi, c'était le 4 septembre 2007. Moi, la tête de scientifique, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas de preuve, ça n'existe pas. Next. J'étais assise devant cette femme. Je venais de perdre ma grande, grande amie du cancer du cerveau. Et dans les années précédentes, j'ai perdu mon cousin qui m'avait écrit un poème ici au Québec dans son livre avant de mourir. Et là, j'étais en Afrique du Sud. Cette dame devant moi, où j'allais pour la copine que je venais de perdre, Brigitte, elle me parle d'un homme qui aimait sa montagne, qui a le ciel étoilé, qui ne va plus à la chasse. Puis j'avais un oncle qui s'est enlevé la vie, qui vivait au Mont Mégantic, où il y a l'observatoire astronomique, où il y a la première réserve de ciel étoilé au monde. J'ai dit, oh, c'est une belle coïncidence. Deuxième personne qui vient, elle me lit mot à mot le poème que mon cousin a écrit ici au Québec, que personne n'a vu ce livre-là. Moi, je suis allée au bout de l'Afrique du Sud, cette dame-là ne me connaît pas, ça fait 5 minutes que je l'ai rencontrée. J'ai dit, wow, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est impossible, c'est impossible, impossible. Et enfin, la troisième, quand elle a canalisé, si tu veux, Brigitte, moi et Brigitte, ici au Québec, on était seuls pendant 3 heures sur son lit de mort, puis elle m'a dit des choses que juste moi et Brigitte dans la chambre. Là. Elle m'a répété mot à mot ce qu'elle a dit. Fait que là, ça a ouvert une grande porte de doute, moi, l'esprit scientifique. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à faire de la recherche. C'est là que j'ai commencé des vipassana et tout ça. Et plus tard, j'ai été affligée de j'ai une ménopause mortelle. Pourquoi est-ce qu'on dit une ménopause mortelle? Parce que j'ai des chaleurs aux 20 minutes tellement puissantes que j'en vomis. Donc, je ne peux ni manger ni dormir. Au bout de 5 jours, à un moment donné, j'étais aux soins intensifs. Là, puis les produits pharmaceutiques, il n'y a rien qui faisait. Même, je ne pouvais pas prendre d'hormones. C'était en train de me donner le cancer sur les ovaires. Donc, c'était un enfer pour moi. Je peinais pour vivre. Jusqu'à ce que je tombe sur le cannabis, l'huile de cannabis qui enlève 100% des symptômes de la ménopause. J'ai pris mes petites gouttes, quelques gouttes d'huile tous les soirs pendant 5 ans, mais je ne peux pas voyager avec l'huile de cannabis parce que c'est une drogue dangereuse. Non, il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui est mort d'une overdose de cannabis. C'est impossible parce qu'on a des récepteurs endocannabinoïdes dans tout notre corps, aucun lié au cœur et aux poumons. Enfin. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais Lucie, c'est l'ayahuasca. L'ayahuasca? L'ayahuasca, c'est une médecine de Runiquim, du Brésil, ça fait 10 000 ans qu'on s'en sert, tu accèdes au monde spirituel. Ouais, tu accèdes au monde spirituel. Ouais. Alors, à faire beaucoup de recherches, j'ai dit, pourquoi pas? On va essayer ça. Et c'est là où on erre en tant qu'être humain, c'est que de dire, il faut que ça sorte d'un laboratoire pour que ça soit valable. Ça n'a pas sorti d'une éprouvette puis de quelqu'un en blouse blanche, c'est pas valable. Or, c'est de la bullshit, ça. Il faut en faire l'expérience soi-même. Donc, tu peux pas, comme j'ai dit tantôt, tu ne peux pas acheter la spiritualité, tu ne peux pas en prendre un comprimé, il faut que tu l'expérimentes toi-même. Alors, j'ai fait quelques séances d'ayahuasca. D'abord, je me suis libérée
une entité négative qui m'habitait et qui a fait 30 ans j'ai été 30 ans en thérapie, j'ai toujours eu mal sous le nombril. On a fait des CT scans, des examens, des rayons X, on n'a jamais rien trouvé. Puis quand cette chose-là, cette énergie est sortie, j'ai plus jamais eu mal. Puis j'ai dit, ah ouais, c'est puissant comme ça, l'ayahuasca? J'ai dit, j'essaie une cérémonie où je vais demander à la plante de me libérer de la ménopause parce que c'est handicapant. Même si j'huile le cannabis, ça me limite dans mes mouvements. J'ai dû refuser des conférences dans tel pays, dans tel... Ah, à Dubaï, non, regarde, c'est la peine de mort, on va passer. Alors, j'ai demandé à la plante de me libérer quand on boit le truc. J'avais un chaman du Brésil et tout ça, donc j'ai bu l'ayahuasca. Et des esprits arrivent et tu dis comme ça, tu veux te libérer de ta ménopause. Oui, mais c'est une grosse ménopause. Oui, oui, on le sait. Oui, mais c'est une ménopause mortelle que j'ai. Oui, oui, on le sait. Puis quand j'ai eu une grande conversation, à un moment donné, ils étaient tannés, ils m'ont dit, just shut up and do the job. Et tu te fermer puis faire le travail. Et puis, ils m'ont amené à la terre du pardon. Alors, où j'ai dû passer 6 heures à me pardonner et à pardonner tout le monde dans ma vie, pour tout. Me pardonner pour tout. Puis là, ouais, mais même cette chose-là que j'ai, oui. Même ça, quand j'ai fait ça, oui. Même lui, quand il m'a, oui. Tout, pardon, 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 le pardon. Puis je suis rentrée dans la cérémonie avec une ménopause de 10 sur 10, puis je suis sortie avec 0 sur 10 jusqu'à ce jour. J'ai plus de ménopause. Ben, comme ça, en une cérémonie. Et c'est là que je me suis aperçue que la médecine, le mot médecine, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Ce n'est pas des pilules à la pharmacie. Le pardon, c'est une médecine extrêmement puissante. Et le pardon ne veut pas dire endosser le geste de l'autre ou son geste qui existe dans le passé. Ça veut dire couper le lien énergétique qui nous relie à ce geste. Puis ça me rappelle Mandela parce qu'il disait, parce qu'on garde quelqu'un nous a fait mal, je ne sais pas moi, un viol. Comment est-ce qu'on peut pardonner à notre violeur? Hein? C'est impossible, parce que ça veut dire endosser le geste? Non. Parce que cette colère-là, cette vengeance-là qu'on a envers cette personne-là, c'est nous que ça tue. Mandela a dit, la vengeance, c'est de boire un poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Alors, comment se débarrasser de ce poison-là? Comment se débarrasser de cette colère, de cette vengeance, de cette jalousie, de cette honte, de cette culpabilité? Toutes ces émotions négatives, c'est avec le pardon. Donc, le pardon est une médecine extrêmement puissante, aussi puissante que les meilleurs médicaments dans les pharmacies. La gratitude, c'est une médecine extrêmement puissante. La nourriture, c'est une médecine. Les 2/3 de nos maladies sont dues à notre nourriture. Donc, cette plante-là m'a fait découvrir d'abord qu'il y a un monde spirituel parce que on est 6 personnes à avoir vu ce truc sortir de moi pour le brûler dans le feu. Et même mon teint a changé. Moi, j'ai vu, on a amené un homme, un professeur d'université qui est en attente d'opération pour son dos. On était 4 pour l'amener dans l'espace cérémonial. Il est ressorti en marchant en faisant des poses de yoga parce qu'il a compris qu'est-ce qui faisait ça mal. Donc, c'est tout problème physique a une source spirituelle. Et en Occident, on traite l'être humain sur 3 niveaux alors qu'il y en a 4. On traite le corps, le cœur, les émotions et la tête. On oublie l'âme, l'esprit. Et j'en suis une preuve vivante de deux grandes guérisons dans ma vie. Je me suis libérée d'une honte de moi-même qui m'affligeait depuis ma petite enfance et je me suis libérée d'une ménopause mortelle. Quand je suis allée voir mon médecin, j'ai dit, je suis guérie, puis j'ai expliqué comment. Vous n'avez pas le droit de guérir comme ça. C'est scandaleux. J'ai dit, pardon. D'abord, vous admettez à la guérison. Et oui, c'est mon droit. Hippocrate le dit. Quelque médecine qu'on donne à l'autre, il ne faut pas qu'il apporte de mal, il faut qu'il apporte du bien. Donc, il faut arrêter de cracher notre arrogance occidentale, notre condescendance envers des médecines des Premières Nations parce que ce sont des gens qui vivent dans des huttes, quoi. Parce que tu es capable de construire des gratte-ciels, tu es meilleur que l'autre. Parce que tu as un gros compte de banque, tu es meilleur que l'autre. Parce que tu portes une chemise avec un petit crocodile, là, tu es meilleur que l'autre. Alors, et l'ayahuasca, on a vu, il y a eu 4 ou 5 morts parmi les Blancs depuis que c'est sorti de la jungle il y a 30 ans, mais on n'a pas suivi les règles. Il y a des règles très précises à suivre. Et il faut faire ça avec un vrai chaman, puis je dirais que pour chaque vrai chaman, il y a 100 charlatans. Parce que c'est un domaine où on ne peut pas prouver la véracité de ce qui se passe. Bien, les gens en profitent, puis il y a beaucoup de crédulité. Donc, on fait ça à un vrai chaman. Et il y a un centre, par exemple, au Costa Rica qui travaille neurologue, psychologue, médecin, psychiatre, chaman. Ils font
puis c'est des résultats extraordinaires où, écoute, tu arrêtes de prendre tes médicaments. Est-ce que c'est vraiment une plante que le monde occidental, basé sur un système capitaliste qui veut faire de l'argent, veut avoir? Ou est-ce qu'on va cracher dessus parce qu'il n'y a pas d'argent à faire? Non, il n'y a pas d'argent à faire parce qu'on peut guérir soi-même avec une petite coupe d'ayahuasca. Moi, j'ai guéri. Écoute, j'étais une cliente extraordinaire pour le monde pharmaceutique. J'ai presque 60 ans là, cette année et je prends 0 médicament. Je ne prends rien. Je mange bien, je suis en forme. Alors, on touche du bois, là, c'est sûr que... Mais j'ai compris que je suis une preuve vivante que ces médecines-là fonctionnent et qu'il faut faire une place à la table pharmaceutique. Il faudrait tasser un peu, les garder, je ne dis pas les enlever, il faut les garder, mais faire une place aux Premières Nations puis les écouter pour une fois. Arrêter de cracher sur eux, puis les écouter et dire « Expliquez-nous comment vous faites, expliquez-nous ». Et pourquoi j'écris un roman et pas un essai? Parce que les traumatismes, c'est personnel. C'est difficile à parler. Puis j'ai vécu avec beaucoup de gens ces expériences-là, puis je ne peux pas aller raconter leur traumatisme. Donc, j'en ai écrit un roman, mais étant journaliste, c'est comme... c'est tout vrai, mais j'ai fait une petite salade avec ça. C'est organisé, ouais. En tout cas, vous voyez, moi, je trouve, Lucie, d'ailleurs, vous portez bien votre nom, parce que dans Lucie, il y a Luch, et Luch, c'est la lumière. Et moi, je remarque chez vous, vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit très bien, votre état d'être. Alors, vous parliez de 3 plans, donc celui du corps, celui des émotions, celui du mental, il y a celui de l'âme, il y a peut-être aussi celui de l'état d'être. Et moi, je trouve, en fait, que votre état d'être, c'est vraiment, il est associé au meilleur. Il dit, mais... Vous voyez pas que là, il y a le meilleur? Mais prenez ce meilleur. Pourquoi vous cherchez à faire des trucs nuls alors que là, vous avez le meilleur? Allez, commercialisez le meilleur. On voit que chez vous, vous n'êtes pas contre, vous êtes en attente des meilleurs pour construire le meilleur. Ça, c'est une évidence. Ça se voit. C'est intéressant, ça. Ouais. Sauf pour construire le meilleur, il faut faire fi du système capitaliste dans lequel on vit. Donc, c'est pas le meilleur. Oui, on aime ça me lancer des tomates pour ça, là, ceux qui ont des blouses blanches surtout, là, puis ceux qui travaillent à la bourse, mais vous avez raison. Et le meilleur, il est accessible, mais il ne faut pas empêcher les gens de pouvoir accéder au meilleur parce que ça ne sort pas d'un laboratoire ou parce que c'est hors du système. Donc, c'est peut-être pour ça que je me bats pour ça, parce que la table de l'humanité, c'est une grande table qui, pour l'instant, est accaparée par des croyances occidentales fermées avec des œillères. Et moi, pour atteindre le meilleur, il faut enlever nos œillères. Et ça demandait, moi, que je le fasse avant, parce que j'avais des grosses œillères. J'en ai encore pour certaines choses, c'est sûr. Mais il a fallu que j'enlève moi-même les œillères pour comprendre ce qui existe et ce dont on se prive au nom d'une croyance. Lucie, je vous remercie beaucoup pour ce moment. J'ai passé un moment adorable avec vous, plein de rebondissements, de chants, de vocations. Est-ce que vous avez des projets là, entre maintenant et plus tard, pour changer le monde? Oui, je veux écrire un autre livre, mais je ne lâcherai jamais. Je vais toujours jusqu'à mon dernier souffle, je vais me battre pour la terre-mère. Mais je pense que mon projet, c'est d'essayer de faire le plus de place possible à la table pour qu'on écoute surtout les femmes des Premières Nations, car elles transportent avec elles, dans leur cœur et dans leur code génétique, le secret de la pérennité de l'humanité. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est d'excellentes questions. J'ai adoré. C'est rare d'avoir quelqu'un qui pose des questions si pertinentes et complexes et qui font beaucoup réfléchir. Donc, c'était pas une cassette qui répondait, c'était vraiment mon cœur. Et je veux vous remercier, vous, parce que c'était extraordinaire.